Donc François est en charge du pôle agriculture numérique au sein de l'ACTA. Et avec lui, on va, disons, voilà, poser le cadre conceptuel de cette journée, préciser quelques définitions et poser les quelques grandes questions qui, tout au long du séminaire, seront abordées de manière plus ou moins directe. Et on verra si à la fin, on pourra y répondre. François, c'est à vous. Donc je vais vous présenter un peu quelques questions autour des opportunités qu'offre la transformation numérique pour réduire les intrants en agriculture. Donc déjà, qu'est-ce qu'on appelle intrant en agriculture? Alors, ce n'est pas forcément une définition complètement précise parce qu'il y a des choses qui existent suivant comment on regarde les choses. Mais normalement, ça vient plutôt du monde industriel. Et donc, dans l'industrie, les intrants, c'est ce qu'on a en début de chaîne. Et puis après, on a les productions qui sortent derrière. Et donc là, dans le cadre agricole, ça peut être considéré comme tout produit nécessaire à la production agricole. Donc, en production végétale, il y a les semences, les plants, les fertilisants, toute la famille des produits phytosanitaires et aussi l'énergie, notamment pour la force en production végétale. En production animale, on a les animaux, si on considère ça comme des intrants, notamment par exemple en volaille, l'alimentation, les médicaments et l'énergie la plus utilisée pour le chauffage et la ventilation notamment. Mais après, on peut se poser la question aussi du temps de travail, parce que quand on raisonne en intrants, c'est aussi pour des questions de calcul d'efficience globale et de calcul économique. Et donc, on peut se poser la question du temps de travail, est-ce que c'est un intrant ou pas? Et les services aussi, dont les services numériques, qui peuvent être considérés comme des intrants ou pas. Donc, dans le séminaire, effectivement, comme l'a dit Pierre, il a été proposé de présenter les exposés suivant trois grandes sections. Une section autour de l'efficience, une autour de la substitution et une autour de la reconception. Donc c'est ce qu'on appelle la grille d'analyse ESR, qui vient en fait de travaux proposés c'est une grille qui a été proposée par Hill et McRae en 1995, donc qui est issue de réflexions qu'ils ont mis en œuvre pendant les années 80. Donc là j'ai remis le tableau de la publication qui est citée en général, avec efficience, donc c'est accroître l'efficacité de l'utilisation des intrants. Voilà. La substitution qui est remplacer certains intrants, la reconception, reconcevoir les systèmes de production. Et c'est pas mal utilisé en tout ce qui est protection intégrée des cultures, mais c'est censé être générique, surtout sur tous les domaines agricoles. Donc voilà, j'ai essayé de le présenter de façon assez générique. Voilà, maintenant ce qu'on entend par agriculture numérique. Donc par agriculture numérique, on peut entendre, donc il n'y a pas vraiment de définition encore complètement figée derrière, mais on peut entendre tout un ensemble de technologies comme la partie, tout ce qui est capteur, les réseaux de télécommunications aussi derrière, les applications, la robotique, mais c'est également toutes les méthodes nécessaires pour valoriser les données et créer les services de demain, donc dans le domaine plus de R&D. Et tout ça pour détecter, quantifier, aider à la décision et faciliter l'action au sein de l'exploitation agricole. J'en profite pour présenter juste l'initiative côté Digitag, donc qui est un institut de convergence autour de l'agriculture numérique, qui a tenté de définir agriculture numérique sur Wikipédia. Et donc c'est quelque chose qui est ouvert, donc vous pouvez aussi rajouter vos compléments pour essayer d'aller alimenter cette encyclopédie sur cette partie agriculture numérique. Donc derrière ces technologies, il y a déjà une première famille sur laquelle je voulais apporter votre attention, qui est tout ce qui est capteur et ce qui en sort, donc le signal et le traitement de ce signal. Donc il y a eu toute une standardisation des capteurs, des protocoles d'échange entre capteurs au niveau de l'électronique. Il y a eu une baisse des coûts aussi importante, et donc ça permet d'accéder à de nouvelles informations. Donc on distingue aussi dans la partie capteur la construction de nouveaux capteurs et puis l'intégration de capteurs existants dans des systèmes actuels. Donc comme exemple, j'ai pris par exemple autour des données météo. Alors c'est pas nouveau, il y a des capteurs sur les données météo, c'est pas du tout nouveau, ça existe depuis des dizaines d'années. Par contre, il y a eu une forte baisse des coûts, et donc maintenant on a des stations météo autour de quelques centaines d'euros qui sont assez fiables. Et donc là, je vous renvoie aussi à un événement qui est organisé en février sur l'agrométéo et les capteurs en vigne autour de ça. Et on avait aussi une journée il y a quelques années sur tout ce qui est IoT, donc l'Internet des objets autour de ces capteurs. Il y a aussi des nouvelles mesures qui sont possibles. Donc par exemple, Medria propose un capteur pour prédire le vélage. Il y a tout ce qui est géolocalisation, qui est un aspect essentiel du signal qui est utilisé dans nos applications.
avec la géolocalisation de précision. Et donc, il y a aussi un séminaire agrotique récemment là-dessus. Et il y a aussi tout ce qui est données issues des satellites, donc je ne vais pas revenir dessus. Au niveau de la partie data science et modélisation, donc il y a eu toute une structuration des systèmes d'information et des données derrière. Donc on a accès plus facilement à des données qui sont structurées depuis plusieurs dizaines d'années maintenant. Et donc on a beaucoup de données comme ça qui sont structurées. Ça nous permet maintenant de peut-être un peu mieux les croiser, à condition que ces données soient suffisamment ouvertes ou que les gens se mettent d'accord pour les ouvrir et échanger dessus, mais ça permet de les croiser. En parallèle, on a eu une puissance de calcul qui est devenue phénoménale. On a aussi de la disponibilité d'algorithmes qui est devenue très importante. C'est beaucoup plus facile de mobiliser des algorithmes maintenant qu'auparavant. Ils sont plus documentés, il y a plein d'illustrations, ils sont impactés dans des logiciels qui sont plus faciles. Et donc tout ça, ça nous permet d'explorer le potentiel prédictif basé sur ces données. Mais se pose la question de la captation des données et de la standardisation, qui reste encore des questions à résoudre en agriculture. Sur les applications, je vais passer assez vite. Donc on a une multiplication des capteurs qui sont intégrés dans des terminaux de plus en plus sophistiqués. Donc vous en avez tous un dans la poche, plus ou moins sophistiqué. D'ailleurs, je vous invite à couper votre micro, votre téléphone, je vous invite à le couper pour c'est pas un capteur, là, c'est un émetteur de son, mais vous pouvez couper ça. Vous pouvez aussi l'éteindre, ça coupera tous les capteurs. Et donc, il y a plein de capteurs derrière, plus ou moins standards et d'autres qui peuvent être plus ou moins spécifiques. On peut rajouter des choses aussi sur ces smartphones pour les sophistiquer. Et il y a pas mal d'applications qui existent, qui utilisent finalement pas forcément beaucoup de capteurs pour l'instant, ou en tout cas celles qui sont très couramment utilisées, utilisent quand même qu'un petit potentiel de ces terminaux. Voilà, donc je vous renvoie aussi pareil au séminaire agrotique 2017 qui avait abordé cette question, mais ça évolue tous les jours. Un dernier point sur l'agriculture numérique, alors après ça dépend comment on considère jusqu'où on va dessus, mais il y a toute la partie automatisme et robotique qui me semble aussi importante. Donc là c'est l'intégration de toutes les technologies précédentes, mais qu'on rajoute avec des leviers d'action, donc la motorisation. Donc historiquement, il y a peut-être le pilotage de toute la partie en serre qui est quand même quelque chose d'important et ça a beaucoup progressé encore récemment. Donc là, je n'ai pas pris forcément une illustration d'une serre super technologique, mais voilà, ça a vraiment beaucoup progressé là-dessus. Les robots de traite, c'est quelque chose qui existe depuis une vingtaine d'années au moins et qui s'est vraiment beaucoup aussi répandu et qui s'est sophistiqué aussi avec beaucoup de mesures dessus. Et plus récemment, on a toute la gamme des robots en production végétale, tout ce qui est robot de désherbage, avec des choses qui apparaissent dedans. Je vous renvoie au FIRA, donc, qui est le forum international autour de la robotique qui est organisé à Toulouse prochainement en décembre. Si vous voulez faire un état de l'art dessus, je pense que c'est un bon endroit et c'est pas très loin. Mais se pose bien sûr plein de questions autour du coût d'investissement et aussi de la réglementation autour de ça. Si on cherche à replacer un peu les exposés de la journée dans une matrice efficience, substitution, reconception et les technologies numériques, on voit qu'il y a un certain nombre d'exposés là qui vont être présentés sur l'efficience. Alors j'essaie de les placer, donc excusez-moi, c'est pas évident parce que j'avais pas forcément tout le contenu, mais voilà, ça vous permet de voir un peu. Donc on avait pas mal d'exposés autour de l'efficience, avec certains qui couvrent la partie capteur, modélisation, application, surtout sur le pilotage de l'azote notamment, d'autres qui sont plus à cheval entre modélisation et application, par exemple sur le pilotage, irrigation, énergie et pulvérisation des produits phyto, si j'ai bien interprété, mais je n'avais pas toutes les informations. D'autres qui sont peut-être à cheval entre efficience et substitution, capteurs et data science autour de la détection des maladies, mais aussi autour du suivi des bioagresseurs. Le désherbage en culture avec la robotique qui est plutôt dans la catégorie substitution. Autour de la reconception, c'est des outils de modélisation pour faire de la simulation derrière. Et j'ai mis les échanges entre agriculteurs, donc avec des outils collaboratifs qui sont sûrement plus à cheval quand les gens se posent des questions autour de la substitution ou de la reconception dessus. Tu as tout bon. Voilà. 20 sur 20. Ok, parfait. Donc toutes ces questions autour de l'application des technologies numériques, ça pose quand même pas mal de questions qui sont sur lesquelles on ne peut pas encore amener de réponse définitive. Mais voilà, comment faire émerger de nouvelles innovations avec des questions autour comment on ouvre les données, comment on fait de l'open innovation, autour de la gouvernance et autour du réglementaire qui sont aussi des points importants pour faire émerger ces innovations.
Donc là, on peut citer, alors j'ai mis des exemples de dispositifs, hein, c'est pas du tout exhaustif, et désolé pour ceux que j'ai pas mis, c'est pour ça que j'ai mis entre parenthèses, c'est vraiment des exemples. Donc on peut noter par exemple, il y a pas mal de réseaux d'animation de R&D, donc il y a par exemple Agrotic, voilà, il y a différents réseaux comme ça qui font ce genre de séminaire d'animation. Au niveau du partenariat, on a Digitag notamment qui permettent de faire des partenariats nouveaux entre différents acteurs de R&D, des plateformes de données aussi. On peut mener des concours avec des hackathons, des data challenges, des choses comme ça. Donc ça couvre ça. On se pose aussi pas mal de questions autour de la plus-value des innovations au niveau technique, socio-économique aussi. Ça pose beaucoup de questions. Donc là, c'est déjà plus compliqué d'avoir des dispositifs, on le voit bien. On a l'Observatoire des usages là, par Agrotic qui est un élément. À cheval entre faire émerger des innovations et la plus-value, on a des sites expérimentaux qui commencent à être dédiés à l'évaluation de ces innovations, comme les Digiferm, mais il y en a d'autres. Voilà. Après, un autre point aussi difficile, c'est d'accompagner le développement de ces innovations, enfin le déploiement de ces innovations sur le terrain. Donc il y a toutes les questions de formation et de conseil. Et donc là, on peut citer des réseaux comme les Ferm Leaders qui visent plutôt là-dessus. On a aussi la diffusion pour l'enseignement avec AgroSmart Campus, par exemple. On a à cheval entre faire émerger des innovations et accompagner le déploiement, on a des réseaux, enfin des dispositifs type Living Lab qui sont vraiment des nouveaux dispositifs. Et donc là, on peut citer Occitanum en Occitanie, mais on a l'équivalent, alors j'ai perdu le nom, Vitirev en Aquitaine. Et puis la formation Agrotic et puis bien d'autres dedans. Voilà, c'était juste. Et on n'oublie pas bien sûr le MAS numérique à et Montpellier voilà, et Digilab du côté ici voilà, Bordeaux, Cognac. Qui est le pendant des Digiferm. Voilà. Super. Quelques grandes questions pour conclure. Donc, tu disais faire émerger de nouvelles innovations, évaluer la plus-value des innovations, accompagner le déploiement. Autant de questions qu'on va aborder tout au long de cette matinée. Merci beaucoup, du coup, François, pour cette intervention.